Chaque jour, alors que les grandes villes américaines s'animent, que les routes se remplissent de trafic et que les parkings se vident lentement, des millions de personnes vivent une réalité dont la plupart des citoyens n'ont même pas conscience. Pour elles, la voiture n'est plus un moyen de transport, mais un refuge. Le camping-car n'est plus un loisir, mais un dernier rempart contre la rue. Et le van, autrefois symbole de liberté, est devenu un espace exigu où toute une existence tient en quelques mètres carrés. Ce phénomène, qui touche des familles, des travailleurs précaires, des étudiants, des retraités et même des personnes à plein temps employées, s'est installé durablement dans le paysage social américain. Il révèle une crise profonde du logement, une fracture économique immense et une incapacité croissante du système à offrir un lieu sûr à des millions de citoyens. Depuis la pandémie et la flambée des loyers qui l'a suivi, la situation s'est aggravée. Dans des villes comme Los Angeles, Seattle, Phoenix, Denver ou San Francisco, le coût d'un logement modeste dépasse largement le salaire de beaucoup de travailleurs. Le simple prix d'un studio peut représenter 70% du revenu d'un travailleur moyen. Et ceux qui ne peuvent plus suivre cette cadence infernale n'ont souvent qu'une seule option, dormir dans leur véhicule. Selon des estimations récentes, la population vivant dans des voitures, des vannes ou des camping-cars a augmenté de manière significative entre 2023 et 2025. Beaucoup n'étaient jamais passés par la rue auparavant. Ce sont des gens qui avaient un loyer, une vie stable, parfois même une famille, mais qui se retrouvent maintenant à essayer de recréer une maison dans un espace conçu pour le transport. Ils dorment dans les parkings de supermarchés, sur les accotements d'autoroutes, dans les zones industrielles à l'écart ou dans des rues discrètes où ils espèrent ne pas attirer l'attention de la police. Pour comprendre ce que vivent ces personnes, il faut imaginer leurs nuits et leurs journées. La nuit, une fois la voiture garée, commence un rituel précis. Fermer les fenêtres sans empêcher la ventilation. Trouver une couverture pour l'hiver ou un moyen d'atténuer la chaleur en été. Garder à portée de main une lampe, un sac de vêtements, quelques bouteilles d'eau. Toujours vérifier les alentours, repérer s'il y a des patrouilles de police, si la zone est calme, si d'autres véhicules semblent servir d'abri. Beaucoup mettent des pare-soleils ou des rideaux improvisés pour obtenir un minimum d'intimité. Certains utilisent des serviettes, d'autres accrochent des couvertures ou prennent du papier journal. Le but est simple, cacher le fait qu'on dort dans la voiture pour éviter une amende, une réprimande ou un remorquage. Mais même une fois installé, le sommeil n'est jamais vraiment profond. Le risque d'être réveillé par un coup sur la vitre existe toujours. Parfois, c'est un agent de police qui demande de bouger. Parfois, ce sont des passants qui s'interrogent sur la présence prolongée d'un véhicule. Parfois, ce sont des bruits extérieurs, des moteurs, des voix qui maintiennent dans un état d'alerte constante. Beaucoup racontent que dormir dans une voiture n'est pas dormir, c'est somnoler par tranches de 2 heures, c'est se réveiller plusieurs fois dans la nuit, c'est rester dans un état d'inconfort permanent. Le matin, tout recommence. Il faut trouver un endroit où se laver, parfois dans des toilettes publiques ou des centres sportifs. Pour ceux qui travaillent, cela signifie se présenter au travail comme si rien n'était hors norme, comme si la nuit n'avait pas été passée sur un siège incliné ou un matelas de fortune dans un van. Certains employés de bureaux, de restaurants, de centres commerciaux vivent ainsi depuis des mois. Ils travaillent en interaction directe avec des clients, mais personne ne se doute que la voiture garée sur le parking est leur seule maison. Beaucoup cachent cette situation à leurs proches ou collègues, de peur du jugement ou de la stigmatisation. Dans les grandes villes, le phénomène est tellement répandu que certaines zones deviennent des quartiers improvisés de camping-cars et de vannes. On peut y trouver des alignements entiers de véhicules où des familles vivent côte à côte. Des chiens, des vélos attachés à l'arrière, des panneaux solaires bricolés, des rallongées électriques tirées vers des générateurs portables font partie du décor. Ces communautés improvisées ont leurs propres règles, leur solidarité, mais aussi leurs tensions. Il n'est pas rare de voir des habitants partager de l'eau, prêter une batterie ou surveiller les véhicules des autres en cas d'absence. Mais il y a aussi la peur des vols, des agressions, des disputes, de l'instabilité permanente. Personne n'y vit par choix, tous y vivent par nécessité. Un camping-car qui semble immense de l'extérieur est souvent minuscule quand une famille entière doit y dormir. Une mère célibataire avec 2 enfants, un couple de 70 ans ruiné par des factures médicales, un vétéran qui tente de reconstruire sa vie. On retrouve dans ces véhicules tous les profils sociaux possibles. Certains ont encore du travail, d'autres vivent de pensions d'invalidité et d'autres encore n'ont aucune source de revenus stable. Beaucoup ont perdu leur logement à cause d'un seul événement, un licenciement, un divorce, une maladie, une augmentation de loyer. Certains tentent de faire durer leur véhicule le plus longtemps possible, car si celui-ci tombe en panne, ils se retrouvent littéralement à la rue.
Face à cette réalité, certaines villes ont essayé de créer des solutions temporaires pour réduire la précarité. C'est ainsi que sont nés les Safe Parking Programs, des zones où les personnes vivant dans leur véhicule peuvent passer la nuit sans être expulsées. Ces espaces, souvent gérés par des organisations à but non lucratif ou des municipalités, offrent une sécurité minimale. Toilettes, parfois douches, surveillance la nuit, accès à des services sociaux. Pour beaucoup, ces programmes sont une bouée de sauvetage. Ils permettent, au moins pour quelques heures, de dormir sans craindre un remorquage ou une agression. Mais même ces programmes sont loin de répondre à la demande. Dans certaines villes, il y a des listes d'attente pour avoir le droit de dormir dans un parking sécurisé, ce qui montre l'ampleur du problème. Pour ceux qui n'ont pas accès à ces espaces, la vie est beaucoup plus difficile. Dormir dans un véhicule est illégal dans plusieurs villes. Les amendes peuvent aller de 25 à 200 $ selon les municipalités, et certaines zones interdisent strictement le stationnement nocturne. Les forces de l'ordre patrouillent régulièrement et demandent à ceux qui dorment dans leur voiture de partir immédiatement. Parfois, les véhicules sont remorqués si les plaques ne sont pas à jour, ce qui signifie la perte immédiate du seul abri disponible. Une fois un véhicule saisi, récupérer ses affaires devient un parcours du combattant. Sans ressources financières, il est quasiment impossible de payer les frais de fourrière. Beaucoup de gens se retrouvent alors complètement démunis, obligés de vivre dans la rue, dans des campements ou sous des ponts. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à la racine du problème, la crise du logement. Entre 2023 et 2025, les loyers ont continué d'augmenter dans la majorité des grandes villes américaines. Les salaires n'ont pas suivi. La construction de logements abordables est insuffisante et les programmes d'aide sociale ne sont pas à la hauteur de la demande. Dans certains États, il existe des régions où le salaire minimum ne permet même pas de louer un studio. La conséquence directe est que des personnes qui travaillent à plein temps, parfois même plus de 40 heures par semaine, n'arrivent pas à payer un logement. Beaucoup d'entre elles basculent dans la précarité après quelques mois d'impayés. Les retraités sont également de plus en plus touchés. Certains vivent dans des camping-cars parce que leur pension ne couvre pas le coût d'un loyer. Ils voyagent parfois d'un état à l'autre pour trouver un endroit où les amendes sont moins fréquentes, où le stationnement est plus toléré, où le climat permet de vivre avec moins de dépenses. Mais cette mobilité forcée n'est pas un choix. Elle est une conséquence directe d'un manque de solutions pour les seniors qui ont travaillé toute leur vie mais n'ont plus les moyens de se loger. Derrière l'apparence parfois organisée de certains vans équipés, il y a une réalité douloureuse. Ces véhicules ne sont pas des maisons. Ils n'ont pas d'isolation adaptée, pas d'accès facile à l'eau potable, pas de véritables installations sanitaires. Une simple réparation peut immobiliser un véhicule pendant des jours, voire des semaines, et forcer ses occupants à dormir dehors. L'humidité s'accumule, les sièges sont inconfortables, le froid est difficile à supporter, la chaleur devient étouffante en été. Ceux qui vivent dans leur véhicule doivent faire face à des défis constants que beaucoup ignorent. Où aller aux toilettes, ou se doucher, ou laver ses vêtements, ou cuisiner sans attirer l'attention. Comment économiser du carburant, comment rester en sécurité. Cette crise touche aussi des familles entières. Il existe des cas où des enfants font leurs devoirs sur la banquette arrière, utilisant la lumière d'une lampe torche. Les parents essayent de maintenir une apparence de normalité, réveiller les enfants tôt, les laver comme ils peuvent, les emmener à l'école, puis chercher un endroit discret pour se garer et se reposer. Le stress constant de se faire repérer ou de perdre son véhicule pèse lourd sur ces familles. Certaines écoles ont mis en place des programmes pour aider les enfants sans domicile, mais ces initiatives restent limitées et parfois insuffisantes pour répondre à l'ampleur du phénomène. Entre 2023 et 2025, plusieurs rapports ont insisté sur le fait que ce mode de vie n'est pas un choix volontaire pour l'écrasante majorité des personnes concernées. Contrairement au mouvement Van Life, souvent idéalisé sur les réseaux sociaux, la réalité des habitants de véhicules par nécessité est radicalement différente. Il ne s'agit pas de voyager, de découvrir le monde ou de vivre librement. Il s'agit de survivre, de tenter d'économiser chaque dollar, de trouver un minimum de stabilité dans un environnement mouvant et imprévisible. Ces personnes veulent un logement, mais y ont pas accès. Elles veulent une vie normale, mais en sont exclues par les prix du marché et l'absence de solution. Cette crise soulève une question profonde. Comment une société aussi riche peut-elle accepter que des millions de personnes dorment dans leur voiture faute de pouvoir payer un logement ? Comment un pays qui se dit prospère peut laisser des familles entières vivre dans des parkings et des rues latéraux ? Comment peut-on fermer les yeux sur ces réalités ? Pourtant, ces situations sont là, sous les yeux de tous. Elles témoignent d'une urgence sociale, d'un besoin de réformes structurelles et d'une priorité qui devrait dépasser les débats politiques, offrir à chacun un toit digne. Depuis longtemps, on considère qu'un toit, c'est plus qu'une protection. C'est un espace d'appartenance, un lieu pour se construire. Pour les personnes qui vivent dans leur véhicule, ce rêve paraît aujourd'hui lointain, presque inaccessible.
Pourtant, certaines initiatives montrent qu'un chemin existe. Des solutions ponctuelles, des programmes innovants, des projets de politique publique, des alternatives concrètes qui pourraient transformer une crise de survie en une voie de redressement durable. L'un des leviers les plus concrets est celui des safe parking, des emplacements sécurisés où les voitures, vannes ou camping-cars peuvent stationner la nuit, en toute légalité, avec des services essentiels. Ces espaces, gérés parfois par des associations, parfois par des municipalités, offrent souvent des toilettes, parfois des douches, un éclairage, une surveillance la nuit. Pour certains, c'est la seule chance de dormir sans craindre d'être déplacé ou remorqué. Ces parkings sécurisés sont loin d'être une panacée, mais ils constituent un premier maillon vers un avenir plus stable. Certains d'entre eux servent de passerelle. Les occupants y restent quelques semaines ou quelques mois, le temps de se stabiliser, d'accéder à des aides sociales, de refaire des papiers ou de chercher un logement permanent. D'autres y restent plus longtemps, car la transition vers un logement classique demeure difficile. Ces lieux de stationnement protégés sont parfois liés à des centres de services sociaux. Des travailleurs sociaux peuvent y rendre visite, distribuer des repas, orienter vers des programmes de relogement, offrir des conseils en santé mentale. Il ne s'agit pas seulement de donner un endroit où dormir, il s'agit de permettre une vie plus digne, de créer un espace de dignité pour des personnes très vulnérables. Mais mettre en place ces parkings demande des ressources importantes. Il faut du terrain, des infrastructures, un personnel, des services. Cela nécessite un financement fixe et souvent une collaboration entre différents acteurs, les municipalités, les ONG, les groupes religieux, les volontaires citoyens. Dans certaines villes, des partenariats publics-privés apportent les fonds nécessaires. Des églises prêtent des terrains, des associations financent les installations, des villes participent au coût de fonctionnement. Cette collaboration est essentielle, car sans elle, le modèle ne peut pas être durable. De plus, il faut convaincre les communautés locales. Tous ne veulent pas de ces parkings à côté de chez eux. Il y a des résistances, des craintes sur la sécurité, sur le bruit ou sur l'image associée à un quartier de sans-abri en voiture. Le dialogue est donc essentiel. Expliquer que ces espaces ne sont pas des campements sauvages, mais des zones encadrées, sécurisées, composées de personnes qui veulent reconstruire leur vie. Mais même les safe parking ne suffisent pas à elles seules. Pour répondre vraiment au problème, il faut penser plus large, réformer les lois, changer la manière dont les villes gèrent les stationnements nocturnes et reconnaître les personnes vivant dans des véhicules comme une population à part entière du sans-abri. À travers les États-Unis, certaines villes ont commencé à faire évoluer leur approche. Au lieu de punir systématiquement les véhicules stationnés, elles examinent des solutions plus inclusives. Plutôt que de remorquer à la première occasion, certaines administrations tolèrent le stationnement nocturne dans certaines zones désignées. Dans certains cas, les amendes sont remplacées par des avertissements et des offres d'accompagnement vers des services sociaux. Cela nécessite des réformes locales, mais aussi un changement de mentalité. Considérer non pas les habitants de véhicules comme des nuisibles, mais comme des citoyens précaires méritant une aide. Une autre dimension essentielle est le rôle de la santé publique. Trop souvent, les personnes vivant dans des voitures n'ont pas accès à des services de santé adaptés à leur situation. Les douches, les toilettes, les espaces de repos sont rares, ce qui complique grandement le maintien d'une hygiène décente et accroît les risques sanitaires. En reconnaissant officiellement cette population comme vulnérable, on peut envisager des programmes de santé mobiles, des unités de soins itinérantes qui vont directement à eux, des cliniques de rue, des services de soutien psychologique spécifiquement conçus pour ceux qui n'ont pas de domicile fixe. Certaines ONG ont déjà mis en place des initiatives de ce type, mais leur portée reste limitée sans un appui plus large. La question du financement est cruciale. Pour que les safe parkings se multiplient et deviennent durables, il faut des bailleurs, des subventions publiques, des financements privés. Les philanthropes, les fondations, les entreprises ont un rôle à jouer. Les villes peuvent aussi mobiliser des fonds, par exemple en réaffectant des terrains publics sous-utilisés, en investissant dans l'infrastructure ou en créant des taxes spécifiques destinées à soutenir les initiatives d'hébergement alternatifs. Un modèle prometteur est celui des parkings modulaires, des terrains temporaires, modulables, qui peuvent être activés quand le besoin est fort et redéployés quand la pression diminue. Cette structure peut être rapide à mettre en place, peu coûteuse et flexible.
La sensibilisation est un autre levier. Pour beaucoup, la vie dans un véhicule reste une réalité méconnue ou caricaturée. Il faut raconter ces histoires, donner une voix aux personnes concernées, exposer leur quotidien, leur résilience, leurs peurs. Les médias, les documentaires, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle capital. En humanisant ces trajectoires, en montrant que derrière chaque véhicule, il y a un être humain, une histoire, on peut faire évoluer l'opinion publique. Cela peut encourager des politiques plus bienveillantes, mobiliser des citoyens, inspirer des bénévoles et attirer des donateurs. À plus grande échelle, la solution passe par l'investissement dans le logement social et abordable. Il ne suffit pas de créer des parkings sécurisés. Il faut également construire des logements accessibles, soutenir les projets de logement permanent, renforcer les subventions aux familles à faible revenu. Des villes comme Phoenix, Denver ou Charlotte pourraient développer des programmes de logement modulaires, des appartements à faible coût, des coopératives d'habitation. Les logements doivent être pensés pour être accessibles financièrement et géographiquement. Cela signifie des loyers contrôlés, des aides au logement, des incitations fiscales pour les promoteurs qui construisent du logement abordable. Mais il ne faut pas compter seulement sur les gouvernements. Les communautés locales peuvent agir. Les églises, les associations caritatives, les groupes de volontaires peuvent offrir une aide directe, fournir des repas, des sacs de couchage, des ateliers pour aider à remplir les demandes d'aide, des services de réparation pour les véhicules des personnes sans logement fixe. Ces initiatives peuvent faire la différence. Certaines organisations font déjà cela, mais avec plus de soutien et une meilleure coordination, elles pourraient transformer des vies. Le rôle de la technologie ne doit pas non plus être sous-estimé. Des applications mobiles pourraient aider les personnes vivant dans des véhicules à trouver des safe parking, à se connecter à des services sociaux, à localiser des douches ou des toilettes, à signaler leurs besoins d'assistance. Des plateformes citoyennes peuvent cartographier les endroits tolérés pour passer la nuit, partager des informations sur les ressources locales, créer des réseaux de solidarité. Les données recueillies, de manière anonyme, peuvent également aider les décideurs à mieux comprendre l'ampleur du phénomène, à cibler les financements, à planifier les infrastructures. À l'horizon 2030, il est raisonnable d'espérer qu'une partie de cette population puisse accéder à des solutions pérennes, des logements sécurisés, des places de stationnement dignes, un accès aux soins et aux services. Mais cela nécessite une volonté politique, des partenariats, des financements, ainsi qu'une transformation des mentalités. L'urgence est là. Chaque nuit, des milliers de personnes dorment dans des voitures, sous des ponts, dans des parkings sombres. Chaque jour, certaines d'entre elles repartent au travail, comme si rien ne s'était passé. D'autres restent invisibles, d'autres encore espèrent, sans être sûrs d'être entendus. Il reste du chemin à parcourir, mais le premier pas est déjà franchi dans plusieurs villes. Reconnaître la réalité, mettre en place des parkings sécurisés, investir, sensibiliser. Si cette dynamique se généralise, alors le sans-abri sur roue pourrait ne plus être une fin, mais un point de transit vers une vie plus stable. Il est possible de transformer cette crise en opportunité, d'offrir une dignité retrouvée, de bâtir des ponts entre la survie et la citoyenneté pleine et entière.